Chapitre 10. C'était à présent au tour de Kenyon d'examiner le livre. Courbé au-dessus, dans une posture pleine de révérence, il en tournait les pages de ses longs doigts graciles. Pendant toutes ces années passées à la zone 51, il n'avait jamais eu le privilège de tenir un des manuscrits sans être tétanisé par le regard des gardiens braqués sur lui. Les trois hommes ne faisaient aucun bruit. Pourtant, Will eut la désagréable surprise de voir la porte de la chambre s'ouvrir. Nancy apparut, en peignoir, et les dévisagea. « Je suis désolé, » fit Will. « Je croyais qu'on était assez discret. » « Je ne parviens pas à dormir. » Elle regarda Spence, juché sur son étrange engin, puis Kenyon, assis sur le canapé, le manuscrit sur les genoux. « Madame Piper, je suis navré d'ainsi vous déranger. Nous nous apprêtions à partir, » déclara le gros homme. Elle acquiesça d'un air maussade et disparut dans la salle de bain. Will avait l'air embarrassé et commençait à se sentir coupable. Heureusement, Philippe ne pleurait pas. « Alf, tu peux le remballer, il faut qu'on s'en aille. » Mais Kenyon n'entendait pas son ami. Il était trop absorbé. Il comparait les feuillets de garde collés sur le contreplat au début et à la fin du volume, les pressant de la pulpe de ses doigts. « La couverture de derrière est bizarre, » chuchota-t-il. « Je n'en ai jamais vu de telle. » « Fais voir. » Il la porta à Spence. « C'est trop épais et c'est spongieux. Tu le sens ?» Le gros homme appuya du bout de l'index. « C'est juste. Will, avez-vous un couteau bien aiguisé ?»« Tu veux le découper ?» s'écria Kenyon à mi-voix. « Je viens de payer $300,000 pour avoir ce privilège. » Will possédait un magnifique petit couteau pliant, aiguisé comme un rasoir, que sa fille lui avait offert à Noël. Il le cherchait dans le tiroir de la table basse quand Nancy sortit de la salle de bain et le foudroya du regard avant de refermer la porte de la chambre derrière elle. Spence s'empara du couteau et fit une franche entaille de 20 cm dans le feuillet de garde. Puis il inséra la lame dans la fente, soulevant légèrement le papier et essaya en vain de distinguer quelque chose. « On n'y voit rien. Vous avez une pince à épiler ?» Will soupira et alla chercher celle de Nancy dans la salle de bain. Spence introduisit l'outil dans la fente, fouilla, puis le ressortit en retirant quelque chose. « Il y a bien quelque chose à l'intérieur, » fit-il en l'extirpant avec soin. C'était une feuille de parchemin pliée. Ainsi protégée de la lumière et des éléments extérieurs, la page couleur crème avait gardé sa fraîcheur et toute sa souplesse. Il la déplia une fois, 2 fois. Dessus apparut une écriture ancienne, parfaitement centrée, calligraphiée avec soin. « Alf, je n'ai pas mes lunettes. De quoi s'agit-il ?» fit le millionnaire en tendant le parchemin à son ami. Kenyon l'examina, secouant la tête, incrédule. Il le lut, puis murmura. « C'est incroyable. Absolument incroyable. »« Quoi ?» reprit Spence en éternuant d'impatience. « Qu'y a-t-il » L'émotion embuait les yeux du pasteur. « C'est un poème. Un sonnet, en fait. Il est daté de 1581. C'est au sujet du livre, j'en suis sûr. »« Bon sang !» s'exclama Spence si fort que Will fit la grimace. « Mais lis-le nous donc !» Kenyon lit le poème à mi-voix, d'un ton où transparaissait l'émotion. L'énigme du destin. Quand Dieu, à l'homme, apprit son inconstant destin, d'enfer et paradis lui ouvrant grand les portes, des esprits sages, lors, en firent l'être morte, car il ne sied point de connaître sa fin. Mieux vaut tenir scellé en quelque endroit privé les pièces du puzzle allant de 1 à 4,
de crainte que des sots, par l'orgueil enivrés, feignent de les comprendre et en vain d'en débattre. La première entretient de Prométhée la flamme. La deuxième bénit le doux zéphyr flamand. La troisième s'élève au-dessus d'un prophète. L'ultime est celle d'un fils qui fut un trouble fait. Quand elle, ô là, viendra, l'heure enfin de savoir, puisse Dieu de notre fortune s'émouvoir. W.SH 1581. Kenyon tremblait d'excitation. W.SH, Dieu du ciel, mes amis, je pense que ce sonnet a été écrit par Shakespeare. Oui, William Shakespeare. L'un de vous saurait-il en quelle année il est né? Ils secouèrent la tête. Vous avez Internet? Will attrapa son ordinateur glissé sous un magazine. Kenyon le lui prit des mains, se connecta et aussitôt chercha un site consacré aux bardes. Ses pupilles bondissaient de ligne en ligne. Né en 1564, il avait donc 17 ans en 1581. On ne sait pas grand-chose sur le début de sa vie. Il n'est apparu à Londres qu'en 1585, comme acteur. Stratford-upon-Avon se trouve dans le Warwickshire, comme Cantwell Hall. Quand elle, ô là, viendra, l'heure enfin de savoir, fit-il revenant au parchemin. C'est un jeu de mots. Quand elle, ô là, signifie Cantwell Hall. Shakespeare adorait les jeux de mots, vous savez. Ce poème est une sorte d'énigme, comme l'annonce de son titre. Il mentionne les pièces du puzzle et je suis certain qu'elles touchent à l'origine de ce manuscrit. Elles sont cachées à Cantwell Hall, Henry. J'en mettrai ma main à couper. Spence était bouche bée. Il augmenta un peu le volume d'oxygène pour se donner des forces. Nom de Dieu, j'avais raison au sujet de ce manuscrit. Il est vraiment différent des autres. Il faut tout de suite aller là-bas. Malgré la tournure impersonnelle de cette injonction, c'est Will qu'il regardait. Quand Descorso le retrouva dans la voiture, à quelque distance de l'hôtel, Fraser n'eut pas besoin de lui demander comment s'était déroulée sa mission. Il le lisait sur son visage couvert d'ecchymose. Il attendit qu'il se soit installé. « Que s'est-il passé ?»« Je suis tombé sur un pro », fit le gardien en palpant sa lèvre tuméfiée. « Un vrai pro », renchérit-il sur la défensive. « Et tu as réussi à en tirer quelque chose ?»« Non, rien à faire. On s'est battu, c'était lui ou moi. »« Putain !» fit Fraser en secouant la tête. « Je suis désolé », conclut Descorso en lui tendant les affaires de Cottle. L'autre les examina. Permis de conduire, carte de crédit, argent liquide. Son passeport avait l'air ordinaire. Descorso revivait toute la scène dans sa tête. Ce type a reçu un entraînement de type commando. J'ai eu de la chance, j'aurais pu y rester. Il est du MI6. Comment vous le savez? Je l'ai découvert une minute avant que tu lui sautes dessus. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je savais que tout irait bien. Furieux, Descorso croisa les bras sur sa poitrine qui palpitait encore. Fraser secoua la tête. Comment une opération aussi basique avait-elle pu autant merder? Pendant qu'il attendait au bar, il avait composé une liste. Il l'attendit à Descorso, qui n'avait vraiment pas l'air dans son assiette. « Cherche-moi donc ces DDD. »« C'est qui ?»« Les proches de Piper, toute sa famille. » Le gardien se remit au travail en silence, le souffle court. Au bout de quelques minutes, il déclara « Voilà, j'ai tout rentré dans votre BlackBerry. » Au même instant tombait la réponse. Fraser ouvrit le courriel et regarda les dates de tous les gens qui comptaient pour Will Piper en ce bas monde. « Ah, enfin une bonne nouvelle !»
Chapitre 11. Tôt le lendemain matin, Will se leva pour aller courir avant que sa femme et son fils s'éveillent. Le soleil levant invitait à sortir, étincelant telle une épée d'or surgissant entre deux boucliers de nuages. Il mit la cafetière en marche et regarda, comme hypnotisé, les gouttes tombées dans le pot. Perdu dans ses pensées, il remarqua Nancy seulement lorsqu'elle ouvrit le réfrigérateur pour y prendre du jus d'orange. « Je suis désolé pour hier soir, » fit-il aussitôt. « Ils ont pris leur bouquin et ils sont partis. » Elle ne lui jeta pas un regard. Voilà donc comment elle le prenait. Mais il persista sans se laisser décourager. « On a décroché le gros lot, tu sais. Ce manuscrit, c'est une vraie bombe. » Il était très clair qu'elle ne voulait rien entendre. Il y avait un poème caché dedans. Spence et Kenyon pensent qu'il a été écrit de la main même de Shakespeare. À présent, il voyait qu'elle faisait des efforts pour feindre l'indifférence. Si tu veux le voir, je l'ai scanné et imprimé. Je t'en ai laissé une copie dans le tiroir du bureau. Comme elle ne désarmait toujours pas, il changea de tactique et la prit dans ses bras. Mais elle refusait de s'abandonner, tenant son verre de jus d'orange à bout de bras. Il la lâcha et poursuivit. « Je sais que tu ne vas pas être contente, mais je vais passer 2 ou 3 jours en Angleterre. » Will! Il avait bien préparé son discours. « J'ai déjà appelé la nounou, elle viendra autant que tu voudras. C'est Henry Spence qui paie, et en plus il va me donner un bon paquet, ce qui ne nous fera pas de mal. De toute façon, il y a un moment que ça me démange. Un peu d'action, ça me fera du bien, tu crois pas ?» Elle se jeta sur lui, toute griffe dehors. « As-tu la moindre idée de ce que j'en pense, moi? Tu nous mets en danger. » fulminait-elle. « Tu fais courir des risques à ton fils. Tu crois vraiment que les autres, dans le Nevada, ne sont pas au courant de ce que vous trafiquez juste sous leur nez? » Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de contraire à nos accords. Il s'agit juste de quelques recherches pour apporter des réponses à un mourant. « Qui est mourant? » Spence. Tu as vu son engin, ses tubes à oxygène? Il connaît la date de sa mort. C'est dans 8 jours à présent. Il ferait le voyage lui-même s'il en avait la force. Mais rien ne pouvait la convaincre. « Je ne veux pas que tu partes. » Il se regardait en chien de faïence, comme s'il faisait un bras de fer. Soudain, Philippe se mit à pleurer, et Nancy courut à son chevet, laissant Will ruminer des idées aussi noires que son café. Fraser était furieux. Malgré les vastes ressources de l'agence gouvernementale, il devait partager une chambre d'hôtel avec son subalterne, car les prix étaient trop élevés à New York pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. En plus, c'était un établissement de second ordre, dont les tapis mous et crasseux étaient incrustés de Dieu sait quelle substance dégoûtante. Étalé en caleçon sur son lit, il sirotait l'affreux jus de chaussette de l'hôtel. Sur le lit jumeau, des corsos pianotaient sur son ordinateur, la tête cerclée d'un casque d'excellente qualité. Le portable de Fraser sonna. L'écran indiquait qu'il s'agissait de la ligne privée de Lester, au Pentagone. Il sentit son estomac se vriller. « Fraser, vous n'allez pas me croire », fit le secrétaire à la marine avec cette parfaite maîtrise de la colère due à une longue expérience du monde bureaucratique. « Votre type, Cottle, il travaillait pour les services secrets anglais. Il était du MI6. Voilà ce qui arrive quand on espionne ses amis. Vous n'avez pas l'air surpris? Parce que je le savais. Vraiment? Vous voulez dire avant ou après? Avant. Et vous l'avez quand même tué. C'est ça que vous êtes en train de me raconter? Je ne l'ai pas fait tuer. Il a attaqué un de mes hommes, qui s'est défendu. De toute façon, son heure était venue. Si ce n'avait pas été nous, il se serait étouffé avec un sandwich ou bien il serait tombé dans la douche, il serait mort de toute façon. Lester était sans voix, si bien que, au bout d'un moment, Fraser se demanda s'il n'avait pas raccroché. Dieu du ciel, Fraser, c'est à devenir fou. Vous auriez dû m'en parler, quoi qu'il en soit. C'est ma responsabilité, pas la vôtre. J'entends bien, mais
nous avons quand même un problème. Les Britanniques sont furieux. Vous savez quelle était sa mission exacte ? Eh bien, ils sont évasifs. Ils nous en veulent toujours à propos du projet Vectis, enfin, les anciens. Ils savaient que ce manuscrit venait de la bibliothèque ? Bien sûr. Le ministère de la Défense et les services secrets ne manquent pas une occasion de nous envoyer Vectis à la figure dès qu'il se passe un événement un peu bizarre, ou que se réalisent des scénarios inattendus. C'est le cas en ce moment avec l'opération Main Tendue. Ils sont persuadés que nous en savons plus sur Caracas que nous ne le disons, et franchement, nous en avons plus qu'assez de leurs questions et de leurs jérémiades. Entre nous, vous savez aussi bien que moi que si on la leur proposait, les Britanniques reprendraient tout de suite la bibliothèque. C'est sûr. Quelle idée stupide de nous l'avoir donnée en 1947. Mais c'est de l'histoire ancienne. Et leur plan ? Ça consistait en quoi ? Il semble qu'ils aient placé leur homme dans la maison de vente aux enchères pour surveiller le livre. Ils ont dû découvrir ça comme nous, grâce à un filtre sur Internet. Peut-être envisageaient-ils de vous enlever et de faire pression sur nous. Allez savoir. Ils n'ignoraient pas que vous veniez de Groom Lake. Quand un autre acheteur a pointé son nez, ils ont voulu voir où menait cette nouvelle piste. Ils cherchaient à obtenir un moyen de pression sur nous, ça j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Retrouvez le manuscrit et découvrez ce que trafique ce satané Will Piper. Ensuite, neutralisez-le. Les événements de Caracas sont imminents désormais et je n'ai nul besoin de vous expliquer que celui qui se mettrait en travers de l'opération Main Tendue est à éliminer. Je veux que vous me fassiez un rapport toutes les 2 heures. Fraser raccrocha. Les événements de Caracas rendaient tout le monde hystérique. Le but de la zone 51 consistait à extraire des données annonçant des événements futurs afin d'orienter la politique étrangère des États-Unis. Toutefois, l'opération Main Tendue atteignait des sommets encore inconnus. Fraser n'était pas féru de politique. Pourtant, il comprenait qu'à ce stade, une fuite pourrait faire sauter le gouvernement. Il jeta un regard maussade à Descorso. Il était tout entier absorbé par son travail d'écoute. On aurait dit une statue. Depuis le début de la matinée, il tenait son chef informé des moindres faits et gestes de Piper. Celui-ci avait appelé la nounou pour lui demander de faire des heures supplémentaires en début de semaine. Il devait s'absenter quelques jours, mais n'avait pas dit où il allait. Par chance, une autre équipe de gardiens était arrivée sur place. L'un d'eux avait suivi Piper dans son jogging matinal le long du fleuve, puis lorsqu'il était allé faire les courses avec son bébé. Bref, un vendredi banal. À présent, Descorso détenait une information beaucoup plus intéressante. Il passa quelques minutes en ligne afin de se préparer aux questions qu'allait lui poser son chef. Une fois terminé, il retira ses écouteurs. C'était une véritable percée, un séisme de magnitude 8 sur l'échelle des gardiens. Fraser lut sur son visage qu'il avait fait une découverte capitale. « Eh bien, de quoi s'agit-il ?»« Vous connaissez Henry Spence ?» fit Descorso. L'autre acquiesça. Il n'ignorait rien du Club 2027, un ramassis de vieux croutons inoffensifs. Les gardiens les surveillaient de loin en loin, mais tout le monde savait que Spence dirigeait seulement un club du 3e âge qui ne menaçait guère les activités de la zone 51. Tant qu'ils ne causaient pas de problème, on les laissait faire. Peut-être que Fraser lui-même s'y inscrirait, une fois à la retraite. Enfin, si les autres voulaient bien de lui, ce qui n'était pas garanti. Et alors ? Il vient d'appeler Piper, de son portable vers son fixe. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il est sous écoute. Spence est à New York. Il a pris au nom de Piper un billet aller-retour en première classe à destination de Londres. Il part ce soir. Fraser écarquilla les yeux. Bordel. Je savais qu'il n'était pas seul. Mais Henry Spence, est-ce qu'il est si riche que ça ? Ou bien il sert lui aussi d'homme de paille ? Il est plein aux as. C'est l'argent de sa femme. Et c'est pas fini. Fraser secoua la tête et lui fit signe d'en finir. Spence est malade. Sa DDD tombe la semaine prochaine. Je me demande si ce sera de mort naturelle ou pas. Dieu seul le sait.
répondit son chef en enfilant son pantalon. Chapitre 12. Will était heureux de reprendre du service, de voyager léger, comme au bon vieux temps. Il avait très bien dormi dans un fauteuil couchette de première classe qui, par un hasard dont il ne saurait jamais rien, était au départ prévu pour le défunt Adam Cottle. Will n'avait guère l'habitude de se rendre à l'étranger, mais il était déjà allé en Europe à plusieurs reprises pour son travail. Il avait même fait une conférence à Scotland Yard quelques années plus tôt, intitulée « Sexe et tueurs en série, l'expérience américaine ». Beaucoup de monde y avait assisté. Ensuite, une équipe d'enquêteurs l'avait emmené dans un pub. Il n'avait aucun souvenir de la manière dont la soirée s'était terminée. 1 heure plus tôt, Will avait quitté la gare de Marylebone en direction de Birmingham. À présent, il traversait la plate campagne anglaise dans un compartiment de première classe. Les grises étendues de la métropole londonienne avaient cédé la place aux champs cultivés, camailleux de verts et de bruns, dilués dans la pluie d'automne. Sur les fenêtres, les gouttelettes traçaient des lignes horizontales. À force de regarder les champs défiler, les bottes de foin, les cordes fermes, ses paupières se firent lourdes. De petits villages remplissaient un instant l'espace, puis disparaissaient. Ce n'était plus la saison touristique, et en ce samedi d'automne, il avait le compartiment pour lui tout seul. À New York, Nancy n'allait pas tarder à se lever. Puis elle emmènerait Philippe faire un tour dans sa poussette. Enfin, sauf s'il tombait des cordes là-bas aussi. Il n'avait pas songé à s'enquérir de la météo à New York avant de partir. Mais il savait bien que, de toute façon, sa femme aurait toute la journée durant un petit nuage d'orage dans la tête. Sa chasse au trésor terminée, il avait l'intention de se rendre chez Harrods pour y chercher un moyen de sortir de son ornière conjugale. Il se sentait gêné de l'avouer à Nancy, mais Spence lui avait fait une offre irrésistible. Will ne s'était jamais cru du genre à céder aux sirènes de la fortune. Mais bon, personne ne lui avait fait un tel pont d'or auparavant. Et cette nouvelle expérience n'était pas pour lui déplaire. Le prix de sa mission ? Un chèque de 50 000 $, avec le camping-car en prime. Dès que Spence aurait passé l'arme à gauche, l'engin serait à lui. Will se demandait comment il pourrait payer le carburant, mais dans le pire des cas, il l'amarrerait quelque part en Floride et ils en feraient leur maison de vacances. La grosse récompense demeurait en suspens. Spence voulait les dates de décès de son clan, mais Will était intraitable. La somme qu'il lui avait proposée lui avait fait sortir les yeux de la tête, mais tout l'argent du monde n'aurait pu le faire changer d'avis. S'il violait de la sorte les accords passés avec le gouvernement, Nancy l'avait bien dit, cela reviendrait à poser sa tête sur le billot. Sortant soudain de sa torpeur, il entendit le conducteur annoncer la prochaine gare dans le haut-parleur et regarda sa montre. Il avait dormi pendant plus d'une demi-heure et le train ralentissait aux abords d'une ville. Stratford-upon-Avon, le pays de Shakespeare. L'ironie du sort le fit sourire. Il était entré à Harvard grâce à ses performances au football américain, pas à ses connaissances en littérature. Il n'avait jamais lu un traître mot de Shakespeare. Ses ex-femmes étaient toutes dingues de théâtre. Mais ce n'était pas contagieux. Même Nancy s'y était essayée, en l'emmenant voir une pièce facile, Macbeth, sans doute. Mais il avait tellement soupiré qu'elle avait renoncé. Il ne comprenait pas pourquoi on en faisait tout un plat. Et soudain, il se retrouvait là, transportant avec lui l'objet shakespearien le plus rare au monde, car il s'agissait sans doute du seul texte écrit de sa main. En ce samedi, la gare était déserte, à l'exception d'une poignée de taxis. L'un des chauffeurs attendait tranquillement près de son véhicule, en fumant une cigarette sous la pluie fine, sa casquette trempée. Il jeta son mégot et demanda à Will où il se rendait. «
à Wroxall, à Cantwell Hall précisément. « Je me doutais bien que vous n'étiez pas un touriste pour Willy Wonka », fit le type en l'examinant de la tête aux pieds. Devant l'incrédulité de Will, il rajouta « Vous savez, William Shakespeare, le barde et tout le bazar !» Tout le monde se mêle d'établir des profils de nos jours, songea l'ancien agent spécial. Wroxall était un hameau à un peu plus de 15 km au nord de Stratford, au cœur de l'ancienne forêt d'Arden que des siècles de déboisement avaient réduite à rien. Voilà comment s'appelait autrefois cette magnifique étendue sauvage. Aujourd'hui, les lieux étaient toujours aussi beaux, mais tout entier redessinés par la main des hommes. Le véhicule emprunta des routes secondaires, longeant de petits champs et d'épaisses haies d'érable, d'aubépines et de noisetiers. « Vous nous avez apporté le beau temps !» fit le chauffeur sarcastique. Will n'avait aucune envie de bavarder. « La plupart des gens qui vont à Wroxall, reprit-il, se rendent à Abbey Estate, au centre de conférence. C'est un très bel endroit, tout a été retapé il y a environ 10 ans, avec hôtel de luxe et tout ça. C'était la maison de campagne de Sir Christopher Wren, le grand architecte. Ce n'est pas là que je vais. Je sais, j'ai jamais mis les pieds à Cantwell Hall, mais je sais où c'est. Qu'est-ce qui vous amène là-bas, sans indiscrétion ? Quelle tête ferait-il si je lui disais la vérité, songea Will. Je suis venu résoudre le plus grand mystère de tous les temps, mon vieux. Une question de vie ou de mort, de début et de fin du monde, sans oublier l'existence de Dieu, bien sûr. Les affaires, résuma-t-il. Le village était minuscule. Quelques douzaines de maisons, un pub, un bureau de poste et une épicerie. « Bonjour et au revoir Wroxall », fit le taxi. « Plus que 3 kilomètres. » L'entrée du manoir n'était pas indiquée. Elle consistait en 2 piliers de briques, encadrant un chemin de terre au centre duquel poussaient des herbes folles. L'allée traversait un pré en friche humide, parsemé de quelques fleurs sauvages, de véroniques bleues, surtout, et de touffes de champignons charnus. Dans un virage, au loin, il aperçut un pignon surplombant une haute haie d'aubépines qui dissimulait presque tout le bâtiment. À mesure qu'il s'approchait, Will percevait mieux l'immensité du manoir. C'était un entrelac de pignons, de cheminées, de pans de briques patinées, plaqués sur un squelette de poutres sombres et violacées, d'époque Tudor. À travers la haie, il aperçut la façade recouverte de lierre, d'où se détachaient des fenêtres en vitrail blanc, conçues par quelqu'un qui n'aimait ni les lignes, ni les angles droits. Le toit d'ardoise, escarpé, à faces multiples, était malpropre, couvert de mousse. Quant au jardin luxuriant qui s'étendait devant la demeure, il semblait à peine entretenu. Ils passèrent sous un arceau de verdure. Devant la porte de chêne à croisillon, l'allée formait une boucle. Le taxi s'arrêta. Les fenêtres mortes semblaient ne réfléchir que l'extérieur. « Pas très accueillant, » fit le chauffeur. « Vous voulez que je vous attende ?» Will le paya et sortit. Une volute de fumée montait d'une cheminée. « Ça ira, merci, » répondit-il en hissant son sac sur son épaule. Il appuya sur la sonnette et entendit un léger carillon à l'intérieur. La voiture disparut en passant sous le second arceau, puis regagna l'allée principale. Il n'y avait pas de marquise protégeant l'entrée des éléments. Aussi la pluie se déversait-elle sur Will, tandis qu'il guettait le moindre signe de vie à l'intérieur. Au bout d'une bonne minute, il sonna une nouvelle fois, puis frappa à la porte. La femme qui lui ouvrit était encore plus dégoulinante que lui. Elle sortait à peine de la douche et avait enfilé un jean et une chemise sans prendre le temps de se sécher. Elle était grande, fort gracieuse, avec un visage expressif, intelligent, des yeux pleins d'assurance, un teint jeune et frais, couleur de lait. Ses cheveux blonds, qui lui balayaient les épaules, trempaient son vêtement qui, translucide, laissait entrevoir les contours de sa poitrine. « Veuillez m'excuser. Monsieur Piper, je présume ?»« Elle est magnifique, » songea Will. Et j'avais pas besoin de ça.
Il acquiesça avec toute la courtoisie d'un gentleman du Sud et entra. Chapitre 13. Notre gouvernante est partie faire les courses. Mon grand-père est sourd comme un pot. Quant à moi, j'étais sous la douche. Je crains que vous n'ayez attendu longtemps assis sous cette maudite pluie. Le hall d'entrée, vaste pièce lambrissée, était très sombre. Il se terminait par une voûte, un étage plus haut, accompagnant un escalier qui aboutissait à une galerie. Will eut l'impression d'être dans un musée. Il se prit soudain à redouter de briser par mégarde une assiette de porcelaine, une pendule ou bien un vase. La jeune femme appuya sur un interrupteur, et tout à coup, tel un feu d'artifice qui explose, un immense lustre en cristal de Waterford s'illumina au-dessus de leur tête. Elle prit la veste de son hôte, l'accrocha sur une patère et rangea son bagage. Il insista pour conserver sa mallette. « Allons près du feu, voulez-vous » C'était une grande salle d'apparat mal éclairée de style Tudor. L'activité semblait se concentrer autour de la cheminée, assez vaste pour y rôtir un cochon. Le cadre autour de l'âtre était noir comme l'ébène, très orné, poli par le temps. Le manteau, épais, droit, de style médiéval. À un moment donné, dans un lointain passé, quelqu'un avait fait recouvrir le bois de faïence de deffte blanche et bleue. Un feu crépitait, qui paraissait minuscule devant la taille de son réceptacle. Le conduit devait mal tirer, car des volutes de fumée passaient dans la pièce, remontant lentement vers le haut plafond aux poutres de noyer. Par politesse, Will se retint de tousser, mais céda bientôt. Je suis navrée pour la fumée. Il faut qu'on fasse vérifier le conduit. Elle lui désigna un gros fauteuil confortable près du feu. En s'asseyant, Will détecta une odeur d'urine, acide, astringente. La jeune femme se pencha pour disposer 2 nouvelles bûches dans l'âtre, puis elle arrangea l'ensemble avec un tisonnier. Je vais faire du café et me rendre un peu plus présentable. Je vous promets de faire vite. Prenez votre temps, aucun problème, mademoiselle. Appelez-moi Isabelle. Moi, c'est Will, dit-il en lui souriant. Malgré ses yeux irrités et un peu larmoyants, il se mit à observer la pièce qui n'avait pas de fenêtre. Il y avait là de nombreux meubles en rang serré et des monceaux de bibelots accumulés au fil des siècles. Il lui sembla que seul le périmètre autour de la cheminée servait vraiment au quotidien. Plus fonctionnel, cet espace était occupé par des canapés et fauteuils contemporains, agrémentés de lampes pour lire afin d'améliorer le confort. Il y avait là aussi quelques tables où s'empilaient des journaux, des magazines, des tasses de thé ou de café oubliées, dont certaines avaient laissé une auréole blanche sur le bois. Le reste de la grande salle d'apparat ressemblait à un musée. Si Henri VIII et sa suite y avaient soudain fait irruption après une partie de chasse, ils se seraient sentis à l'aise au milieu de ces splendeurs de l'époque Tudor. Les murs, recouverts de lambris de noyer, étaient garnis de bas en haut de tapisseries, d'animaux empaillés et de tableaux représentant des douzaines de Cantwell barbus à l'air renfrogné, toisant le Vulgum Pecus depuis leurs toiles poussiéreuses, arborant fraises, robes et pourpoints, tel un véritable défilé de mode masculine à travers les âges. Les têtes de cerf, fauchées par surprise par la mort, servaient à illustrer les loisirs de ces mêmes seigneurs. La majeure partie du mobilier était disposée autour d'un immense tapis persan, aux franges usées, mais encore presque neuf en son milieu, car il était protégé par une table de banquet en chêne cernée de hautes chaises recouvertes d'une étoffe rouge. Chaque siège était orné d'une broderie représentant la rose Tudor. À chaque extrémité de la table se dressaient 2 chandeliers, de la taille d'une batte de baseball, garnis d'énormes bougies. Au bout d'un moment, Will se leva pour aller voir d'un peu plus près les trésors cachés dans les recoins sombres de la pièce. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, y compris les objets d'art. Il aurait fallu une armée de plumeaux pour tout nettoyer. Une porte ouverte menait dans une autre pièce obscure, la bibliothèque.
Il allait y pénétrer lorsqu'Isabelle revint avec un plateau chargé de biscuits et de tasses de café. Ses cheveux étaient à présent attachés en une queue de cheval, et elle s'était maquillée. « Il nous faut davantage de lumière. Cette pièce est un vrai mausolée. Elle date du XVe siècle. » Elle s'enquit ensuite de son voyage et lui dit combien elle et son grand-père avaient été surpris et intrigués de recevoir un appel de l'acquéreur du manuscrit. Elle avait hâte d'en savoir davantage, mais elle demanda à Will d'attendre que son grand-père les rejoigne. Il était en effet quelque peu insomniaque et il lui arrivait souvent de trouver le sommeil au petit jour, ne se réveillant alors qu'à midi. En attendant, ils évoquèrent tour à tour leur vie, chacun semblant très curieux de l'autre. La jeune femme semblait fascinée à l'idée de discuter avec un ex-agent du FBI en chair et en os, genre de personne qui, pour elle, ne pouvait exister qu'au cinéma et dans les romans. Plongée dans ses prunelles d'un bleu magnétique, elle l'écoutait lui raconter de vieilles enquêtes avec son accent traînant du Sud. Vint son tour à elle de parler, et Will la trouva tout à fait charmante, gracieuse et d'une générosité admirable, car elle avait choisi d'interrompre ses études pendant 1 année pour s'occuper de son grand-père qui venait de perdre son épouse au bout de 50 ans de mariage. Elle s'apprêtait à entrer en dernière année à l'université d'Édimbourg, où elle étudiait l'histoire de l'Europe, quand sa grand-mère avait succombé à une crise cardiaque. Les parents d'Isabelle avaient essayé de persuader le vieillard de venir vivre avec eux à Londres, mais il s'était montré inflexible. Il était né au manoir, et en bon Cantwell, il y mourrait. Au bout du compte, il faudrait bien trouver une solution. Mais en attendant, la décision d'Isabelle arrangeait tout le monde. Elle avait toujours aimé cette demeure, et pensait occuper cette année en commençant ses recherches pour sa future thèse de doctorat sur la réforme anglaise, tout en apportant un peu de réconfort au vieil homme endeuillé. Les Cantwell résumaient en leur sein la lutte qui avait opposé au XVe siècle catholiques et protestants. Le manoir avait même été le théâtre d'événements dramatiques. Elle craignait qu'à la mort de son grand-père, l'impôt sur la succession n'oblige ses héritiers à vendre Cantwell Hall aux monuments historiques, ou pire, à un promoteur immobilier. Quoi qu'il en soit, ce serait la fin d'une époque qui remontait au XIIIe siècle, quand le roi Jean Santerre avait accordé au premier Cantwell, Robert de Wroxall, une baronnie et des terres sur lesquelles il avait fait édifier une grosse tour carrée. Enfin, elle en arriva au manuscrit. Son grand-père et elle étaient fous de joie qu'il leur ait rapporté une pareille somme. Néanmoins, elle était inconsolable à l'idée que sa famille ait perdu ce livre. Déjà petite, elle était captivée par son étrangeté, son mystère. Et, confia-t-elle à Will, c'est cette date de 1527 qui avait déclenché son goût pour cette période de l'histoire britannique. Elle espérait un jour découvrir ce que représentait ce manuscrit et comment il avait atterri à Cantwell Hall. Enfin, admettait-elle, cette vente leur apportait une manne financière qui aiderait grandement le domaine à payer ses factures, bien que cette somme soit encore très en deçà de ce qu'il aurait fallu pour procéder aux aménagements concernant la structure elle-même. En effet, l'état du manoir était de plus en plus préoccupant. Il y avait le problème grandissant de l'humidité, des poutres qui pourrissaient, du toit qu'il fallait refaire, tout comme l'électricité et la plomberie. En plaisantant, elle alla même jusqu'à dire qu'il faudrait sans doute vendre tout le mobilier et les bibelots du manoir pour pouvoir le restaurer complètement. Will prenait un plaisir coupable à cette conversation. Elle avait l'âge de sa fille. Malgré sa querelle avec Nancy, il était heureux en ménage. Enfin, il avait tourné la page sur sa période Casanova et sa vie de patachon, non? Il regrettait presque qu'Isabelle soit aussi attirante. Son long corps sensuel et son esprit tranchant comme une rapière étaient tels un fusil à double canon pointé sur sa poitrine. Il se sentait à 2 doigts de l'explosion. Heureusement, il était à jeun. C'était un avantage certain. Par provocation, il lui demanda quelque chose qui la surprit beaucoup. « Combien il vous faudrait pour tout réparer et payer les droits de succession ?» C'est une question bien étrange. Mais selon vous, à vue de nez. Eh bien, je ne suis ni entrepreneur ni comptable, mais j'imagine que ça ferait plusieurs millions.
Eh bien, j'ai avec moi quelque chose qui pourrait peut-être résoudre vos problèmes, fit-il avec espièglerie. Elle fronça les sourcils d'un air soupçonneux et répondit d'un ton sec. Ça serait merveilleux. Je me demande ce qui peut bien retenir mon grand-père. À l'instant où elle se levait, le vieil homme entra en traînant les pieds dans la grande salle d'apparat, jetant à Will un regard curieux. « Qui est-ce » s'écria-t-il. Elle répondit d'une voix forte pour être sûre de se faire comprendre. « C'est Monsieur Piper, qui arrive des États-Unis. »« Ah, c'est juste. Je n'y pensais plus. Long voyage. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé le téléphone ?» Elle présenta les deux hommes. Lord Cantwell avait largement dépassé les 80 ans. Il était presque chauve, à l'exception d'une couronne de cheveux gris mal peignés. Son visage rouge, en proie à l'eczéma, était une sorte de jachère de touffes de poils de différentes longueurs, là où le rasoir n'était pas passé. Il était habillé pour un week-end à la campagne. Pantalon de serge, veste sport à chevrons et cravate de son ancienne université, luisante à force d'usure. Will remarqua que son pantalon était beaucoup trop grand et qu'il utilisait un trou fraîchement percé sur sa ceinture. Une perte de poids, c'était mauvais signe à cet âge-là. Cantwell était raidi par l'arthrite et sa démarche manquait de souplesse. En lui serrant la main, Will sentit à nouveau une odeur d'urine et en conclut qu'il s'était assis sur le fauteuil préféré du vieillard. Aussi lui céda-t-il sa place, geste que son hôtesse apprécia. Elle servit à son grand-père une tasse de café, relança le feu et offrit un autre siège à son visiteur, choisissant un pouf pour elle-même. Cantwell ne faisait pas dans la dentelle. Il prit à grand bruit une gorgée de café, puis s'écria. « Pourquoi diable avez-vous dépensé 200 000 billets pour mon livre ? J'en suis très heureux, certes, mais, par Saint-Georges, j'avoue ne pas comprendre. » Will répondit d'une voix de stentor. « Je ne suis que le mandataire, sir. C'est M. Spence qui vous a appelé, c'est lui l'acquéreur. Il est très intéressé par votre manuscrit. Mais pourquoi donc ? Il pense qu'il a une grande valeur en tant que document historique. Il a échafaudé des théories et il m'a demandé de venir ici pour essayer de trouver d'autres éléments les corroborant. Êtes-vous historien ? Comme ma petite fille ? Tu pensais que ce livre avait de la valeur, n'est-ce pas, Isabelle ? » Elle acquiesça en souriant avec fierté. Je ne suis pas historien. Disons que je suis plutôt enquêteur. Monsieur Piper a travaillé au FBI. Edgar Hoover et sa bande, c'est ça. Je n'ai jamais aimé ces gens-là, rétorqua le vieillard. Et il y a un moment qu'il n'est plus en activité, corrigea Will. Bien, je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Ce livre est dans ma famille depuis toujours. Mon père ignorait d'où il sortait, tout comme mon grand-père. Nous l'avons toujours considéré comme une bizarrerie, une espèce de registre municipal, venant peut-être d'Europe continentale. Il était temps pour Will d'abattre son jeu. « J'ai quelque chose à vous dire », poursuivit-il en essayant de les regarder l'un et l'autre droit dans les yeux pour accentuer l'effet mélodramatique. « Nous avons découvert dans le manuscrit un objet caché qui pourrait s'avérer d'une très grande valeur et permettre de résoudre en partie l'énigme de l'origine de cet ouvrage. »« Mais j'ai déjà regardé toutes les pages !» s'exclama Isabelle. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et où était-ce caché ?» ?»« Dans la couverture de derrière. Il s'agit d'un parchemin. »« Putain de merde !» s'exclama la jeune femme. « Quel langage !» se récria le vieil homme. « Il s'agit d'un poème, » reprit Will, amusé par les jurons de Chartier de son interlocutrice. « On n'a pas eu le temps d'en faire une étude très approfondie, mais l'un des collègues de M. Spence pense qu'il a pour sujet le manuscrit. » Il fit une pause pour ménager le suspense. « Et vous savez par qui il a été écrit ? » « Comment voulez-vous que nous le sachions ?» rétorqua Isabelle, impatiente. « Vous ne voulez pas essayer de deviner ? » ?»« Non. » Que diriez-vous de William Shakespeare ? Le grand-père et sa petite-fille se regardèrent, incrédules. «
C'est une plaisanterie, fit Cantwell. Oh, je n'en crois pas un mot. Renchérit la jeune femme. Je vais vous le montrer, reprit Will. Voilà le marché. Si le poème est bien de la main de Shakespeare, d'après l'un de mes associés, il vaut des millions, peut-être même des dizaines de millions. Selon lui, il n'existe pas le moindre document de sa main qui soit authentifié. Or, ce texte est signé, enfin, par des initiales. W.SH. Monsieur Spence conserve le livre. En revanche, il est tout à fait disposé à rendre le poème à la famille Cantwell si vous nous apportez votre aide. Au sujet de quoi? S'enquit Isabelle, méfiante. Eh bien, ce poème est une énigme. Il fait référence à des indices liés au livre et, d'après moi, ils sont cachés à Cantwell Hall. Peut-être sont-ils encore là, peut-être ont-ils disparu depuis longtemps. Aidez-moi à résoudre ce jeu de pistes et que nous gagnions ou pas, le poème est à vous. Mais pourquoi ce Spence voudrait-il nous redonner quelque chose qu'il a légalement acquis? S'interrogea le vieillard. Moi, je ne le rendrai pas. Monsieur Spence est un homme riche, mais il est mourant. Il est prêt à troquer ce poème contre des réponses qui comptent beaucoup pour lui, c'est tout. Peut-on voir ce parchemin? Demanda Isabelle. Will le sortit de sa mallette. Il était bien protégé par une pochette de plastique transparente. Il le tendit à son interlocutrice d'un geste théâtral. Elle l'observa quelques instants, et soudain, ses lèvres se mirent à trembler. Quand elle... Oh là! Murmura-t-elle. Elle avait tout de suite compris. « Que dis-tu » l'interpella son aïeul d'un ton irrité. C'est une référence à notre famille, grand-père. Laissez-moi vous le lire. Elle dit alors le sonnet, d'une voix claire, en mettant le ton, avec des nuances mélodramatiques, comme si elle avait déjà répété et le récitait à présent devant un auditoire. Lord Cantwell fronça les sourcils. 1581, avez-vous dit? C'est ça, grand-père. S'appuyant de toutes ses forces sur les accoudoirs, il se hissa sur ses jambes avant que Will ou Isabelle aient eu le temps de venir lui prêter main forte. Puis il se dirigea à petits pas vers un angle de la salle plongé dans l'obscurité, tout en marmonnant. Le grand-père de Shakespeare, Richard, était du village. Wroxall est le pays de Shakespeare. Où est-il? Où se trouve Edgar? S'exclama-t-il en observant le mur. Quel Edgar, grand-père? Nous en avons plusieurs. Tu sais, le réformateur. Ce n'est pas le pire de la famille, mais pas loin. Ce devait être le maître des lieux en 1581. Ah, le voilà. Le deuxième en partant de la gauche à mi-hauteur. Vous le voyez? C'est ce drôle, avec le col ridiculement haut. Ce n'est pas un Apollon. Il y a eu des variations génétiques dans la famille au cours des siècles. Isabelle alluma une lampe afin d'éclairer le portrait d'un homme renfrogné au menton pointu, portant un bouc roussâtre et qui posait de 3/4 en bombant le torse avec arrogance. Il portait une tunique noire près du corps, aux gros boutons dorés, et un chapeau conique de style hollandais, aux bords en forme de soucoupe. Eh oui, c'est lui. Il y a un gars de la National Gallery qui est venu un jour. D'après lui, ce tableau a peut-être été peint par Robert Peake le Vieux. Tu le rappelleras à ton père, Isabelle, quand je ne serai plus là. Ça pourrait valoir quelques billets, en cas de besoin. À l'autre extrémité de la salle retentit une voix, telle une corne de brume. « Coucou, je suis rentrée. Le déjeuner sera prêt dans 1 heure. » Tout à sa tâche, la gouvernante, petite et rablée, portait encore son foulard trempé et son sac à main. « Notre hôte est arrivé, Louise. »« Je le vois bien. Vous avez trouvé les serviettes propres que je lui ai sorties ?»« Nous ne sommes pas encore montés. »« Quoi? Où sont vos bonnes manières, mademoiselle Isabelle? Laissez donc ce monsieur aller se rafraîchir. Il a fait un long voyage. Et envoyez-moi votre grand-père à la cuisine que je lui donne ses pilules. » Qu'est-ce qu'il dit? Bougonna Lord Cantwell. « Louise demande que vous veniez prendre vos médicaments. » Le vieillard regarda son ancêtre et soupira. À la prochaine, Edgar. Cette créature m'effraie trop pour la faire attendre. L'aile réservée aux invités, à l'étage, était fraîche et sombre.
Un long couloir lambrissé, orné d'un tapis usé et de lampes en cuivre à la lumière trop faible, donnait sur des chambres de part et d'autre, comme dans un hôtel. Celle qu'on avait préparée pour Will donnait sur l'arrière de la maison. Il s'approcha des fenêtres pour observer la tempête, de plus en plus violente, et balaya d'un revers de main les mouches mortes qui gisaient sur le rebord. En contrebas, il découvrit un patio en briques, puis une vaste étendue en friche où poussaient des arbres fruitiers, ployant sous le vent et la pluie oblique. Devant, à sa droite, il vit ce qui devait être une ancienne étable, et au-delà du toit, il aperçut le sommet d'un autre bâtiment, une espèce de structure en pointe, indistincte sous l'averse. Il s'aspergea le visage avec un peu d'eau, puis s'assit sur le lit à baldaquin, les yeux fixés sur la mince barre qui demeurait sur l'écran de son portable. Juste assez pour appeler chez lui. Il imagina un instant la conversation difficile. Que pourrait-il dire qui n'aggrave la situation ? Mieux valait laisser couler et faire amende honorable lorsqu'il se retrouverait. Il choisit d'envoyer un SMS. Bien arrivé, de retour bientôt, je t'aime. La chambre ressemblait à celle d'une vieille dame, avec des bouquets de fleurs séchées, des thés d'oreiller à froufrou et des rideaux de dentelle. Il ôta ses chaussures, s'allongea lourdement sur le dessus de lit à fleurs et fit une sieste bien méritée. Au bout d'une heure, la voix mélodieuse d'Isabelle l'appela pour déjeuner tel un joyeux carillon. Will dévorait tout ce que Louise lui servait, et plus encore. Le rôti dominical était parfait pour un amateur de viande et de pommes de terre. Il ingurgita donc le pavé de roast-beef, des pommes de terre en robe des champs, des petits pois carottes couverts de sauce, mais refusa un 3e verre de Bourgogne. Grand-père, vous rappelez-vous certaines anecdotes familiales mentionnant le passage de Shakespeare à Cantwell Hall ? Le vieillard répondit la bouche pleine de petits pois. Jamais entendu parler, mais bon, pourquoi pas. C'était sur son territoire dans sa jeunesse. Nous étions une famille en vue qui demeura longtemps fidèle à sa foi catholique en ces temps troublés. Et les Shakespeare étaient sans doute eux aussi des catholiques clandestins. Sans oublier le fait qu'à l'époque, nous possédions déjà une bibliothèque magnifique qui aurait certainement attiré le gaillard. C'est donc tout à fait plausible. Vous avez une théorie sur ce qui aurait pu pousser votre ancêtre à faire écrire un poème, cacher des indices, puis fourrer le parchemin dans la reliure du livre ? Demanda Will. Le vieil homme avala ses petits pois et vida son verre de vin. Comme je le disais, c'était une période difficile, vous savez, où l'on pouvait se faire trucider à cause de son appartenance religieuse. Je pense qu'ils avaient dans l'idée que le livre était dangereux. Mais ils n'ont pu se résoudre à le détruire. Ils ont préféré dissimuler son importance derrière une énigme. Voilà. C'est peut-être une explication fantaisiste, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Isabelle rayonnait. Quant à moi, je sens que mon projet de thèse va prendre son envol. Alors, que dites-vous de mon offre ? Reprit Will. Vous acceptez ? La jeune femme et son grand-père acquiescèrent de concert. Ils en avaient discuté entre eux, tandis que Will faisait la sieste. Oui, marché conclu. L'aventure commence après le déjeuner. Chapitre 14. Ils commencèrent par la bibliothèque. C'était une pièce généreuse, au parquet fourbi par le temps, ornée de quelques beaux tapis. Sur le mur de façade, des fenêtres à vitraux de verre blanc, en forme de losange, laissaient entrer une grise lumière d'orage. Les autres cloisons étaient recouvertes d'étagères de livres, hormis l'espace situé au-dessus de la cheminée, occupé par une tapisserie noire de suie, représentant une scène de chasse traditionnelle. Il y avait là des milliers d'ouvrages, pour la plupart antérieurs au XXe siècle. Toutefois, sur le mur perpendiculaire à la façade, se trouvaient quelques titres contemporains, dont une poignée de livres de poche. Will jeta sur la salle un vague regard.
Lord Cantwell avait annoncé qu'il allait faire la sieste. Quant à Will, malgré son désir de mener à bien sa tâche, pour rentrer plus vite chez lui, l'idée de se couler dans l'un des confortables fauteuils en cuir, dans un recoin sombre, pour se reposer un moment, était loin de lui déplaire. « J'adore cet endroit. Quand j'étais enfant, c'était pour moi un lieu magique. » déclara Isabelle, en allant de ci de là, caressant les ouvrages du bout des doigts. Son air rêveur, ses mouvements lents, étaient en contraste total avec le stéréotype de l'étudiante volage qu'entretenait Will. Je jouais ici pendant des heures. Et c'est encore là que je passe le plus clair de mon temps aujourd'hui. Elle lui montra une longue table encombrée de cahiers, de stylos, d'un ordinateur et de vieux livres dont dépassaient des petits morceaux de papier pour marquer les passages importants. Si votre poème est authentique, il va me falloir reprendre ma thèse à partir de zéro. Je regrette, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pour ça. Je vous expliquerai plus tard. Vous plaisantez? Ça lancerait ma carrière. Et quelles sont vos ambitions? Enseigner, écrire. J'aimerais devenir une historienne bien installée dans son université, une vieille prof à l'ancienne. C'est sans doute à cause de cette bibliothèque que m'est venue cette curieuse envie. Ça n'a rien de drôle. Vous savez, ma fille est écrivain. Sans trop savoir pourquoi, il ajouta « Elle n'est guère plus âgée que vous », ce qui arracha à la jeune femme un petit rire nerveux. Il comptera l'inévitable question au sujet de Laura en passant sans transition à autre chose. « Montrez-moi plutôt l'endroit où se trouvait le livre, à l'origine. » Elle désigna un espace vide sur l'une des étagères, à hauteur des yeux. « Il a toujours été là ?» D'aussi loin que je m'en souvienne. « Et parmi les ouvrages qui l'entouraient, y a-t-il eu du changement ?» Pas de mon vivant. On peut toujours poser la question à grand-père, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait déplacé aucun livre. Il examina les ouvrages qui flanquaient le manuscrit à l'origine. Un manuel de botanique datant du XVIIIe siècle et un volume du XVIIe sur les monuments en Terre Sainte. « Ils ne sont pas contemporains », conclut-elle. « Je doute qu'il y ait un rapport. » « Alors commençons par le premier indice, » fit Will en sortant le poème de sa mallette. La première... Entretien de Prométhée, la flamme. Voyons voir. Prométhée. Il a volé le feu à Zeus pour le donner aux mortels. Quelque chose vous frappe? Demanda-t-il en désignant la pièce d'un geste vague. Eh bien, le champ est assez vaste. Il peut s'agir d'un livre sur la mythologie grecque, de l'âtre, d'une torche, du barbecue. Il lui sourit. Commençons par les livres. Y a-t-il un catalogue? Il faudrait. Mais hélas non. Autre problème. Grand-père a fait des coupes sombres dans notre bibliothèque. Ça, on n'y peut rien. Soyons méthodiques. Je commence par ce bout-là. Pourquoi ne démarrez-vous pas par l'autre côté? Bien que concentré sur le premier indice, il gardait en mémoire les suivants, afin d'éviter autant que possible d'avoir à se prêter à nouveau au même exercice. Aussi cherchait-il en même temps des livres en rapport avec les Flandres et les Pays-Bas, ou bien avec les prophètes. En revanche, il n'avait pas la moindre idée de l'identité de ce fils qui fut un trouble fait. La tâche était laborieuse, et au bout d'une heure, Will se sentit aussi découragé que s'il cherchait une aiguille dans une meule de foin. De plus, il ne suffisait pas de prendre un livre, de l'ouvrir, puis de le reposer. Il avait besoin de l'aide d'Isabelle dès qu'il s'agissait de latin ou de français. Elle s'approchait, jetait un rapide coup d'œil, faisait la moue, puis lui rendait l'ouvrage en secouant la tête. La lumière de l'après-midi, déjà terne et sans éclat, finit par décliner et disparaître tout à fait. Isabelle compensa en allumant toutes les lampes et en faisant démarrer un feu dans la cheminée. « Voyez, je vous donne le feu. » dit-elle, espiègle, quand les flamèches se mirent à lécher les bûches. En fin d'après-midi, ils avaient terminé. Hormis un volume pas très ancien de Bulfinch Mythology, aucun ouvrage ne semblait correspondre à ce qu'ils cherchaient. Soit le poème ne fait pas référence à un livre, soit le bouquin en question n'est plus là. Passons à la suite. « Très bien, » répondit-elle d'une voix flûtée. « Allons examiner les vieilles cheminées. Panneaux coulissants, double fond, pierres descellées. C'est très excitant, vous ne trouvez pas ?» Il vérifia sur son portable s'il y avait un message de Nancy. Toujours rien. Ouais,
Génial. D'après Isabelle, le manoir comptait 6 cheminées, datant d'avant 1581. 3 se trouvaient au rez-de-chaussée, dans la bibliothèque, la grande salle d'apparat et la salle à manger. 3 autres étaient au premier étage, dans la chambre de son grand-père, située au-dessus de la grande salle d'apparat, ainsi que dans 2 autres chambres. Ils commencèrent par inspecter celle de la bibliothèque. Plantés devant la flambée, ils s'interrogèrent sur la meilleure manière de procéder. « Pourquoi ne pas tout simplement taper sur les panneaux pour voir si ça sonne creux ?» proposa-t-elle. Cela sembla parfait à Will. Mais les petits coups de la jeune femme sur le bois de noyer ancien ne révélèrent rien. Les flancs ne dissimulaient ni loquet caché, ni gonds. L'ensemble était tout d'un bloc, ne laissant aucune prise. Quant aux pierres du foyer, elles étaient solides, parfaitement planes, comme le mortier. En raison de la chaleur, ils remirent à plus tard l'inspection des briques qui formaient le contre-cœur de l'âtre. Mais à première vue, rien ne paraissait sortir de l'ordinaire, là non plus. Dans la grande salle d'apparat, en revanche, le feu était depuis longtemps éteint. Lord Cantwell lisait en somnolant dans son fauteuil, et il demeura perplexe en les voyant inspecter et tapoter la cheminée joliment cannelée et rendue luisante par l'usure du temps. Le linteau consistait en une lourde poutre taillée dans un seul énorme tronc. L'encadrement était décoré de carreaux de faïence blanc et bleu, chacun montrant une scène champêtre, mais tous portant les mêmes armoiries. Will se porta volontaire pour explorer l'intérieur de la hotte. Il se courba et entra en crabe dans l'âtre immense, où il entreprit de taper sur les briques du bout du tisonnier. Ses efforts furent récompensés par une pluie de suie qui s'abattit sur sa chemise et son pantalon. En le voyant essayer de s'épousseter d'un revers de main, Isabelle éclata de rire. Les cheminées suivantes connurent le même sort. S'il y avait quelque chose caché là, alors il faudrait tout démolir pour le trouver. Il faisait noir à présent. L'averse avait cessé, et le froid s'abattait sur le pays, emporté par d'âpres bourrasques hurlantes. Il n'y avait pas de chauffage central à Cantwell Hall, et le manoir, plein de courants d'air, était glacial. Louise claironna qu'elle s'apprêtait à servir le thé dans la grande salle d'apparat. Elle fit redémarrer le feu et mit en marche le radiateur électrique près du fauteuil de Lord Cantwell, tout en leur faisant comprendre qu'elle avait hâte de rentrer chez elle. Will rejoignit ses hôtes pour une collation constituée de petits sandwichs à la viande et aux pickles, de biscuits et de thé. La gouvernante s'affairait autour d'eux, s'adonnant à quelques corvées de dernière minute. Puis elle leur demanda s'ils comptaient passer la soirée dans la grande salle d'apparat. « Nous allons demeurer ici un moment, je pense, » répondit la jeune femme. « Dans ce cas, je vais allumer les bougies. Mais surtout, n'oubliez pas de les éteindre avant d'aller vous coucher. » Ainsi, tandis qu'ils mangeaient, avec un briquet jetable, Louise alluma une douzaine de grosses bougies à travers la pièce. Avec le vent qui faisait rage au dehors, la cheminée qui sifflait et l'obscurité de cette pièce sans fenêtre, les petites flammes formaient des étincelles de vie rassurantes. Will et Isabelle regardèrent la gouvernante enflammer la dernière mèche avant de se retirer. Et soudain, ils se retournèrent face à face, s'exclamant en chœur « Les chandeliers !» Le vieillard leur demanda s'ils étaient devenus fous, mais sans prêter attention à sa remarque, sa petite fille lui demanda aussitôt « Parmi les chandeliers, lesquels datent du XVIe siècle ou bien sont antérieurs ?» Il gratta sa couronne de cheveux et, désignant le centre de la pièce, « Cette paire en vermeil sur la table, je crois. Il me semble qu'ils sont vénitiens, du XIVe siècle. Dis-le à ton père si je casse ma pipe et ils valent quelques billets. » Ils se ruèrent sur les imposants chandeliers, soufflèrent les flammes et déposèrent les énormes bougies sur un plateau d'argent. Chacun possédait un pied très ouvragé, composé de 6 pétales en vermeil. Sur ce socle s'élevait une colonne qui s'élargissait en imitant une tour d'église, avec des fenêtres en ogive recouvertes d'émail bleu. Au-dessus, la colonne se terminait en forme de coupelle, accueillant un énorme cierge d'un diamètre supérieur à 12 cm. « Ils sont plutôt légers, ils pourraient être creux, » nota Will. « Les bases, en revanche, sont pleines.
Il observa de près les jointures des colonnes ouvragées. « Essayez de les dévisser pour voir. » murmura Isabelle. « Mais tournez le doigt, grand-père. Je voudrais pas qu'il fasse une crise cardiaque. » Il enroula une main autour de la tige de vermeil et, saisissant le socle de l'autre, essaya de le faire pivoter. D'abord, il alla doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à en devenir pivoine sous l'effort. Il finit par reposer le chandelier en secouant la tête. Pas moyen. Puis il essaya l'autre. Il semblait tout d'une pièce. Au bout d'un moment, il relâcha l'effort pour détendre ses muscles. Puis, en une dernière tentative, appliqua toute sa force. Et la colonne tourna. Le mouvement était léger, mais bien réel. « Allez-y, continuez !» chuchota Isabelle. Alors, retrouvant son énergie, il s'astreignit de nouveau à dévisser le socle, qui bientôt pivota presque sans effort, laissant apparaître un pas de vis en argent non doré. Enfin, il détacha la base et se retrouva avec 2 morceaux de chandelier entre les mains. « Mais que faites-vous donc » s'exclama soudain le vieillard. « Je ne vous entends plus !» « Une petite minute, grand-père !» lui cria Isabelle. « Patience !» Will posa le socle et regarda à l'intérieur du tube. « Il me faut de la lumière. » Il suivit la jeune femme jusqu'à une lampe sur pied. Il glissa un doigt dans la cavité et sentit un bord circulaire. Il y a quelque chose. Il retira le doigt et tenta de nouveau de regarder à l'intérieur. En vain. « J'ai le doigt trop gros, essayez-vous. » Elle inséra à son tour son index, beaucoup plus fin, qui pénétra tout entier dans la colonne. Elle fermait les yeux pour mieux éprouver ses impressions tactiles. Il y a quelque chose de roulé. Un papier ou un parchemin. Je vais jusqu'au milieu, je pense. Là, voilà, il tourne. Elle enroula avec lenteur la feuille autour de son doigt, en appuyant doucement. Un rouleau jaune apparut. Il mesurait une 20aine de centimètres de long et se composait d'une série de parchemins. En proie au choc et à l'excitation, elle le lui tendit. « Non, c'est à vous d'en prendre connaissance la première. » Alors elle s'exécuta avec grand soin. Les feuilles étaient sèches, mais pas friables, aussi se déroulèrent-elles sans difficulté. Elle y appuya ses 2 mains pour les aplanir, et Will approcha la lampe pour mieux voir. C'est du latin. Alors, c'est vraiment une aubaine que vous soyez là. Elle lut l'entête de la première page et le lui traduisit. Épître de Félix, abbé de l'île de White, écrite en l'an de grâce 1334. Nom de Dieu. La tête lui tournait. Qu'y a-t-il, Will? L'île de White. Vous connaissez cet endroit? Oh oui. Je crois bien qu'on a décroché la timbale.